En avril dernier s'est tenue à Yaoundé la première édition du Forum économique et financier organisé par l'association Cameroon Diaspora Financial Solutions. Son thème était « Inclusion financière de la diaspora et finances durables ». Donc, l'objectif principal, c'était de pouvoir échanger, se faire connaître et essayer de faire entendre notre voix. Il était question de vraiment mettre ensemble les différentes couches, que ce soit exécutives, législatives, de la société civile, de sorte qu'on discute ensemble, qu'on essaie de voir les freins pour l'inclusion financière de la diaspora, l'idée étant de pouvoir encourager de plus en plus les flux de la diaspora pour le développement local. La diaspora camerounaise est très éduquée, donc elle gagne bien sa vie. Et elle a beaucoup envie d'investir au Cameroun, mais il n'y a pas toujours des instruments sécurisés pour le faire. Les débats du forum ont tourné autour de nombreux sujets, dont ceux des investissements de la diaspora dans les domaines de l'immobilier et de l'agrobusiness. Nous allons nous attarder ici sur deux sujets en particulier: la possibilité pour les banques camerounaises de mieux travailler avec la diaspora grâce à la signature électronique, et l'intérêt pour le Cameroun de s'ouvrir à l'outsourcing, qui est l'externalisation des travaux informatiques. Les banques doivent savoir qu'elles peuvent sécuriser l'enrôlement des clients en ligne et à distance en se fiant à la signature électronique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'authentifier un document, parce que la signature électronique, c'est quoi? C'est dire j'authentifie de ma personne que c'est moi qui ai fait cet acte aujourd'hui. Donc, dépendamment de ce que l'acteur en face de nous veut mettre comme niveau de sécurité, on peut décider en fait d'un commun accord qu'est-ce qui a la valeur de signature. Donc, ça peut être un code qui m'envoie par SMS, ça peut être un dossier qui m'envoie crypté, que j'arrive à décrypter. Ça peut être aussi une signature électronique qui est définie en fait dans le cadre d'une application tierce. Donc, je prends le premier exemple. J'ai envie de signer un contrat à distance avec un partenaire au Cameroun. Je n'ai pas envie de me déplacer au Cameroun pour signer le contrat. Mais je n'ai pas envie d'avoir une sécurité très élevée dans cette transaction-là. Ce que je fais, c'est juste, je lui dis, OK, sur son adresse email que je connais, je lui envoie un code en fait qui est unique, que j'ai généré de manière unique, et je lui demande de me renvoyer ça sur mon téléphone. S'il me renvoie le code en fait que j'ai reçu parce que je connais son adresse email, et je sais que si c'est pour avoir son adresse email, il faut que la personne ait son mot de passe de son adresse email. Donc s'il me renvoie le même code, je considère que c'est lui, parce que c'est une sécurité qui est assez faible et je n'ai pas envie d'avoir plus que cela. Le deuxième point, je peux décider que je veux avoir un peu plus de sécurité, donc j'ai envie de vérifier visuellement qui m'envoie ce document-là. Donc, en plus du code que je lui envoie par mail, je lui demande de m'envoyer une pièce d'identité scannée pour que je vérifie physiquement que c'est lui. Et je peux lui demander aussi de prendre un appel vidéo de ma part. Comme ça, à ce moment-là, quand il reçoit son document, je vois que c'est la bonne personne qui me parle. Ça peut être à travers une plateforme en fait aujourd'hui, comme qui s'appelle DocuSign en fait, qui fait beaucoup dans la signature électronique. Elle nous envoie des documents, en fait, tous les documents en fait, qu'on a besoin, qu'on a envie d'échanger entre nous. Vous m'envoyez ça à travers DocuSign. DocuSign connaît qui je suis. Donc il va vous envoyer le document, il va vous demander de signer à la main le dossier et appliquer la signature à tous les endroits que j'ai demandé en fait que la signature soit appliquée. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont vérifié que vous êtes qui vous êtes parce qu'ils vous ont aussi envoyé un code d'authentification. Je reçois le document signé de votre part. Mais la signature électronique a ses limites. Le notaire, par exemple, exige la présence physique à un moment donné de la gestion du dossier foncier. Le Covid a fait en sorte que beaucoup de mentalités changent. Les notaires aussi font de la signature électronique, mais après demandent que vous vous déplacez physiquement pour venir attester de votre personne et accepter le contrat que vous signez. Parce qu'une maison qui s'achète ou bien un terrain qui s'achète, il faut que vous le voyez, il faut que vous acceptiez de prendre ce bien immobilier-là.
Si vous demain vous devez partir voir un juge, vous n'avez pas signé un acte de l'huissier à distance. Il faut que l'huissier sache que vous voit physiquement parce que ce sont des choses en fait qui engagent la responsabilité du juge en fait qui a émis peut-être un mandat ou bien qui a émis un papier à votre égard. S'agissant de l'outsourcing, c'est une activité dont le bénéfice est énorme pour le pays en termes d'emplois créés. L'outsourcing en anglais ou bien externalisation des services informatiques en français, c'est juste le fait que les entreprises occidentales, du fait de la démocratisation d'Internet et du développement de cloud, ont désormais la possibilité d'avoir des employés à distance qui travaillent et sont payés beaucoup moins cher. Donc du coup, elles ont des gains assez importants allant de 50 à 100% du coût de la main-d'œuvre en France. Donc pour un salarié en France, on peut avoir 2 salariés en Inde ou au Cameroun. Donc ce qui fait que les entreprises occidentales sont en permanence à la recherche de l'offre en main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est pour ça que nous souhaitons que le Cameroun devienne une destination privilégiée pour ce marché-là qui est ouvert, qui vaut déjà plus de 4 000 milliards de dollars, dont l'Inde à elle seule capte plus de 270 milliards de dollars par an, rien que pour l'Inde à elle seule. Donc à côté, on a d'autres pays qui sont dans le bloc asiatique qui captent aussi ce segment de marché. On a des pays latinos. Donc nous aussi, en tant que Camerounais, il y a beaucoup de potentiel dans la jeunesse et du coup, il reste juste à structurer ce de nouveaux secteurs économiques, former la jeunesse de façon adéquate et donner un cadre de travail qui permet de le faire. On met la société en avant parce qu'il faut très peu de capitaux. Tout à l'heure, il a exposé, vous a dit, on peut louer un serveur aux États-Unis qui ne coûte pas grand-chose. On peut également avoir juste un laptop. Donc le tout, c'est d'avoir la compétence. Lorsqu'on a déjà la compétence, l'outil de travail ne coûte pas cher. Il faut juste un laptop, il faut un petit bureau pour travailler et on peut justement prester des services qui vaut des centaines de milliers d'euros. Contrairement à l'industrie, il faut investir beaucoup de milliards, immobiliser et tout ce que ça comporte. L'outsourcing impose une contrainte forte. C'est la formation spécialisée très poussée des personnels. La première des démarches, c'est de pouvoir améliorer l'offre de formation en service IT, donc tout ce qui est service informatique, développement, Java, Python, tout ça. Il faut que l'offre en ces segments-là, en ces outils-là, soit déjà très bonne. Maintenant, il y a le côté de la recherche, où je peux justement interpeller le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aussi le ministère de la Recherche scientifique, parce que c'est deux ministères différents, de s'en rendre compte en fait qu'il n'y a pas que l'agriculture ou bien qu'il y a désormais d'autres secteurs dans la recherche qui sont assez importants. C'est ce qu'on appelle la recherche fondamentale, qui permet justement de construire les vrais projets en informatique. Parce que l'informatique est structurée en plusieurs couches. Donc, à la base, on a la recherche fondamentale, où justement l'enseignement supérieur et le ministère de la Recherche peuvent vraiment s'investir pour pouvoir promouvoir cela. Promouvoir par exemple des PhD dans ce domaine-là, pour pouvoir avoir des Camerounais pointus lorsqu'on parle d'informatique. Donc, qui maîtrisent la chose sur le plan fondamental, qui sont assez pointus. Aussi, il y a le côté ingénierie, qui sont plus dans l'application. Donc, parce qu'il y a la recherche et l'application. Maintenant, améliorer les autres formations sur le plan de la recherche, donc sur le plan de l'application, pour qu'on ait des ingénieurs beaucoup plus qualifiés. Et comme ça, on aura tout ce qu'on faut comme patrimoine, comme potentiel à revendre sur le marché mondial de l'outsourcing. Les organisateurs de ce forum ont jugé que cette première édition a tenu la promesse des fleurs. L'enthousiasme n'était pas que du côté de la diaspora. On a rencontré des institutions qui étaient vraiment en attente de ce type de rencontre. Et donc du coup, nous comptons persévérer et faire de ce type de rencontres des rencontres annuelles. Nous, on se dit, étant sur place, nous, on connaît la problématique en profondeur. Nous avons une expérience bancaire à la fois au Cameroun et à l'étranger. On se dit, on est peut-être les mieux placés pour pouvoir porter justement ce besoin de la diaspora. Donc, en tant que technicien bancaire ayant exercé au Cameroun et à l'étranger, on comprend le contexte à la fois local et étranger, nous on vit. Donc on se dit que nous on était des interlocuteurs privilégiés pour pouvoir aborder la question avec les acteurs locaux, donc qui sont les banques, à travers la PECAM qui nous a vraiment fait plaisir d'être là,
également le JICAM et les différents ministères, y compris aussi les banques comme la BEAC, la BDEAC, le ministère des Finances, le ministère des Relations extérieures qui nous a vraiment beaucoup accompagnés. Donc, on a été vraiment satisfait d'avoir tous ces acteurs-là sur place et de pouvoir discuter en profondeur des questions et non plus juste en surface comme on le fait d'habitude. Pendant les débats, on était assez content de voir des gens prendre des textes de loi, les lire devant nous pour dire voilà, telle chose c'est prévu, telle chose c'est prévu. Et comme il y avait les banques sciences tenantes, elles sont justement rendues coupables de ce qu'elles n'ont pas fait par leur propre faute et non plus par la faute ni du législateur, ni de l'État en général. Donc les responsabilités ont été établies sciences tenantes pour ce qui est de la question de la diaspora en termes de finances et de banques. Les partenaires du forum ne cachent pas eux aussi leur satisfaction. C'est des jeunes qui sont sortis, qui sont allés chercher, n'est-ce pas, non seulement des connaissances, mais aussi de l'expérience outre-mer ou alors outre-territoire national, qui reviennent avec beaucoup de choses. Ils reviennent avec de l'expertise, ils reviennent avec eux-mêmes. Parce qu'ils aiment, par ce que je vois, ils nous montrent qu'ils aiment leur pays. Et nous ne pouvons qu'être heureux parce que ça fera du Cameroun forcément une terre promise. La diaspora représente une frange importante de la population camerounaise. Déjà en termes de nombre, on parle d'environ 7 millions de personnes vivant hors du territoire camerounais, ce qui en termes de potentiel est très très intéressant. On parle également, d'après le ministère des Relations extérieures, d'environ 230 milliards de transferts qui ont été effectués de façon formelle en 2022. Donc si on y ajoute la plage des transferts informels, on se retrouvera à des chiffres beaucoup plus intéressants que ça. Ce qui rend la population de la diaspora assez intéressante, et tous les sujets qui concernent la diaspora nous concernent. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était bon de sponsoriser cet événement. Nous avons été particulièrement sensibilisés sur ce besoin de la diaspora de pouvoir s'investir en termes d'immobilier au Cameroun. Les plans d'investissement sur l'immobilier, sur les logements au Cameroun pour la diaspora. Et puis il y a ce sujet tout aussi important qui concerne la signature numérique avec les experts de la NIF qu'ils ont conviés au forum. Ça nous a réveillé sur un projet que nous avions, mais qui était quelque peu en berne parce que pratiquement difficile, celui de permettre par exemple à la diaspora d'ouvrir les comptes en ligne. Vous savez, c'est la mouvance aujourd'hui en Europe, donc c'est un sujet qui nous intéresse et sur lequel nous pensons faire des approfondissements dans les jours à venir pour voir comment est-ce qu'on peut répondre aux préoccupations de la diaspora. Afriland First Bank pense même à renforcer la gamme des produits bancaires spécialement conçus pour la diaspora. Ça fait 20 ans que nous sommes positionnés sur la diaspora avec l'ouverture de notre bureau de Paris qui existe depuis plus de 20 ans. C'est vrai que les nouvelles technologies aujourd'hui nous amènent à repenser le modèle, mais oui, on pense à la diaspora depuis très longtemps. Et au-delà du bureau de Paris, comme je le disais tantôt tout à l'heure, nous allons fortement réfléchir à des projets, à des produits vraiment spécifiques à la diaspora et travailler avec ce groupe, qui est assez intéressant pour qu'on mette en place des produits qui peuvent les permettre effectivement soit d'investir au pays, soit de développer des activités commerciales au pays. Donc ça c'est un des pans. Et le deuxième axe sur lequel on compte travailler, c'est surtout de permettre, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir ouvrir les comptes à partir de là où ils sont sans forcément avoir besoin de se déplacer au bureau de Paris ou bien de revenir au Cameroun. Et on envisagera, on verra avec l'avenir si on pourrait mettre en place une organisation spécifique à la diaspora. Oui, ça, c'est des sujets qui sont sur la table et auxquels on va fortement penser. La deuxième édition de ce forum sur la finance et les TIC, organisé par la diaspora camerounaise, se prépare déjà. Dans les prochaines semaines, nous allons établir un rapport vraiment synthétique et exhaustif à l'attention de toutes ces personnes, tous ces ministres, tous ces directeurs, tous ces présidents
qui nous ont fait l'honneur de nous assister. Donc on leur fera un rapport vraiment bien établi. Et au courant de l'année, avant l'échéance de l'année prochaine, on essaiera d'accompagner les banques volontaires dans la mise en place de ces instruments-là, donc dans le développement commercial des produits d'investissement et d'assurance pour la diaspora. Donc on s'aimera les accompagner dans cette démarche-là. Donc on attend également d'elles, des banques, qu'elles soient beaucoup plus proactives, qu'elles soient aussi ouvertes au changement, qu'elles soient aussi dans une disposition un peu plus participative envers l'État également, parce que l'État a manifesté sa volonté, donc maintenant il faut que les deux volontés se croisent pour produire quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus important. La prochaine rencontre, nous vous donnons rendez-vous l'an prochain.